Ravi de vous retrouver pour cette session d'information sur la télé interactive. Voici pour vous les titres. Dans l'élan de lutte contre le terrorisme, le président du Faso a rendu une visite surprise à l'unité d'intervention polyvalente de la police nationale à Ouaga 2000. Les membres des différentes unités d'intervention ont été invités à redoubler beaucoup plus d'efforts face à la menace terroriste. 105 établissements publics de l'État verront leur rapport de gestion de conseil d'administration et leur état financier de 2021 examinés. C'est ce qui ressort de l'Assemblée générale des établissements publics de l'État qui s'est ouverte le jeudi 22 juillet en présence du chef du gouvernement. Et puis, au Mali, une attaque terroriste a frappé ce vendredi 22 juillet le camp militaire de Kati, quartier général du président malien, le colonel Assimi Goïta. Nous aurons dans ce journal le journaliste malien Boubou Mabel Diawara. Voici pour le sommaire de ce 13h. Bienvenue à ce journal sur la télé interactive. Le président du Faso a effectué une visite surprise ce 21 juillet à l'unité d'intervention polyvalente de la police nationale 6 à Ouaga 2000. Il a échangé avec les différentes unités d'intervention dont la brigade anticriminalité BAC ainsi que la compagnie républicaine de sécurité CRS. Abordant la question de l'engagement des différentes forces dans la lutte contre le terrorisme, le président du Faso a invité les différentes unités à redoubler beaucoup plus d'efforts. Michael Tougri pour le reportage. C'est une visite surprise du chef de l'État qui a permis d'échanger avec les différentes unités d'intervention de la police nationale. Ce sont l'unité d'intervention de la police nationale, l'UIPN, la brigade anticriminalité BAC et la compagnie républicaine de sécurité CRS. Le chef de l'État a invité ces unités à redoubler d'efforts dans la lutte contre le terrorisme. J'invite en tout cas tous les responsables au niveau de la police à prendre des mesures urgentes. Que ce soit dans les commissariats, que ce soit dans les postes de contrôle, le dispositif qu'on faisait à l'accoutumée là, nous devons modifier et intégrer la donnée sécuritaire. Parce que comme vous l'avez constaté, ce n'est plus seulement en brousse, c'est aussi en ville, c'est aussi en province, c'est aussi dans les départements. Donc, quelles que soient les positions tenues, les uns et les autres doivent faire l'effort d'intégrer la donnée sécuritaire. Le président du Faso a, au cours de son intervention, invité à la cohésion au sein des différentes unités. Selon Paul-Henri Damiba, toutes les forces de défense et de sécurité ont leur rôle dans les mécanismes de défense et de protection du pays. C'est pourquoi il a exhorté les unités à travailler véritablement pour gagner le pari de la cohésion et de la solidarité pour vaincre l'ennemi. Il faudrait travailler à davantage de cohésion avec les autres forces qui sont là aussi et qui ont des rôles et qui font des missions qui complètent. C'est incompréhensible et puis c'est nuisible. Je dis c'est nuisible que un de la police qui a son frère, par exemple béret rouge, et dans le travail entre la police et béret rouge, ça ne va pas. C'est incompréhensible et c'est nuisible que quelqu'un de l'UIP qui a son frère à la BAC ne s'entende pas avec les gens de la BAC. Donc c'est à la fois interne et c'est aussi extérieur. Donc je vous invite à travailler véritablement pour gagner en cohésion au niveau des forces. L'ennemi ne fait pas de distinguo. Le chef de l'État a rappelé aux unités d'intervention de la police nationale à plus de retenue et de prudence dans l'utilisation des réseaux sociaux. À l'issue de son intervention, les éléments de la police nationale ont exprimé leur doléance au chef de l'État qui se résume essentiellement sur l'acquisition de matériel plus performant dans la lutte contre le terrorisme et l'amélioration de la prise en charge des blessés de la police lors des attaques terroristes.
Au cours de cette même journée du 21 juillet, le président du Faso, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, a reçu au palais de Kosiam les lettres de créance de 3 ambassadeurs accrédités au Burkina Faso. Il s'agit des ambassadeurs de la République populaire de Chine, de la République islamique du Pakistan et de la République hellénique en Grèce. Le point de la rencontre avec Abdoulrahim Yeye. C'est Lu Shan, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République populaire de Chine auprès du Burkina Faso, avec résidence à Ouagadougou, qui a été le premier à remettre ses lettres de créance au président du Faso. Diplomate de carrière, Lu Shan a occupé de hautes fonctions aussi bien au niveau central que dans les représentations diplomatiques de son pays à l'étranger. Sa présence marque le renforcement des relations diplomatiques entre le Burkina Faso et la République populaire de Chine, des relations diplomatiques qui, faut-il le rappeler, ont été reprises le 26 mai 2018. À la suite de Lu Shan, l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République islamique du Pakistan auprès du Burkina Faso, avec pour résidence à Tripoli en Libye, Javed Rachad, a présenté sa lettre au chef de l'État. Javed Rachad est militaire de formation. Il est titulaire d'une maîtrise en sciences militaires, en guerre interarmée et en études sur les conduites de la guerre. Il a servi pendant 38 ans dans l'armée pakistanaise où il a occupé différents postes au niveau du commandement militaire. Le dernier à présenter sa lettre de créance est l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République hellénique auprès du Burkina Faso avec résidence à Dakar au Sénégal. Ephimios Georges Kostopoulos est le tout premier diplomate de la Grèce à présenter ses lettres de créance au Burkina Faso. Notons que la coopération bilatérale entre le Burkina Faso et la Grèce est à ses débuts. 23e session de l'Assemblée générale des établissements publics de l'État, la cérémonie d'ouverture s'est tenue ce jeudi 22 juillet 2022. 105 établissements sont concernés et leurs rapports de gestion de conseil d'administration ainsi que de leur état financier de 2021 seront examinés. Cette Assemblée générale constitue un cadre au cours duquel les performances réalisées par les EPE sont évaluées et des orientations en rapport avec leur mission sont formulées. Maxime Jean-Eudes, Bambara. De l'examen des états financiers des 105 EPE, établissements publics de l'État, exercice 2021, il ressort que le montant total des recettes engrangées s'élève à plus de 276 milliards de francs CFA contre 267 milliards en 2020. Entre 2020 et 2021, la performance de ces établissements a donc connu une hausse de 16,34%. De quoi donner des motifs de satisfaction au chef du gouvernement qui a présidé les travaux de cette 23e Assemblée générale des établissements publics de l'État. Des résolutions ont été prises et des recommandations faites pour pallier les difficultés rencontrées et redresser les structures déficitaires. Nous avons, par rapport aux EPE qui sont déficitaires, donc recommandé l'élaboration de plans de redressement dans un délai de 2 mois afin que à la prochaine session on puisse nous présenter des situations beaucoup plus bénéficiaires. Également, il y a eu des recommandations, il y a une recommandation donc relative à l'apurement des dettes des établissements publics de l'État, mais également une recommandation relative à la prise en charge par les EPE des acteurs non étatiques qui participent aux activités des EPE. Les présidents des conseils d'administration et les directeurs généraux des différents établissements publics de l'État ont également réfléchi sur la question du contrôle interne et de la dématérialisation des services dans les EPE. Des recommandations ont également été faites dans ce sens, notamment l'adoption des outils de gestion tels que l'organigramme, les manuels de procédure, la cartographie des risques, histoire de faciliter le processus de dématérialisation. La dématérialisation des processus répond à des besoins de simplification des procédures, de rationalisation des moyens et constitue un levier incontournable afin d'améliorer la qualité des services publics et la transparence de l'administration. Les priorités dans le domaine de la dématérialisation des processus financiers et comptables consistent à optimiser les tâches, à réduire les délais de traitement, à gagner du temps dans la préparation des dossiers et à simplifier les chaînes de validation. En plus des états financiers, les rapports de gestion des conseils d'administration ont également été examinés à cette Assemblée générale.
Cadre annuel d'échange sur les bonnes pratiques en matière de gouvernance, l'Assemblée générale des établissements publics de l'État offre l'occasion aux responsables des différentes structures publiques de rendre compte de leur gestion. En fin de mission, après une année de service, le commandant de la force Barkhane, Laurent Michon, a conjointement animé avec l'ambassadeur de France au Burkina Faso une conférence de presse ce jeudi. Au cœur de cette sortie médiatique, le bilan de la force Barkhane, sa réarticulation à travers Takuba ainsi que les perspectives du dispositif militaire français dans le Sahel. Également, la question sécuritaire au Burkina Faso a largement été abordée par les conférenciers du jour. Avec à ce jour 4000 conteneurs et 2500 hommes qui ont replié en un an, la réarticulation de Barkhane est bel et bien en marche selon son commandant Laurent Michon. En fin de mission dans le Sahel, il dresse conjointement ce jeudi avec l'ambassadeur de France au Burkina le bilan de la force Barkhane, sa réarticulation à travers Takuba ainsi que les perspectives du dispositif militaire français dans le Sahel. Entre 5 et 7 chasseurs sur l'ensemble du Sahel, c'est grand comme l'Europe, vous le savez aussi bien que moi. On a 5, 6, 7 drones pour l'ensemble du Sahel et on a quelques moyens de renseignement complémentaires. Donc quand on dit à chaque fois vieux fantasme, avec autant de moyens, vous n'intervenez pas pour sauver tout le monde lorsqu'on vous appelle à 10 minutes ou un quart d'heure ou 2 heures. Ah mais non, mais c'est pas possible. Avec 6 chasseurs, je peux en avoir 2 en l'air, 3 en l'air. Et si ça, par exemple, ça a pu arriver, il y a une attaque simultanément à tel endroit, je ne peux pas être aux 2 endroits en même temps avec mes quelques chasseurs. Selon le commandant de la force Barkhane, des accords militaires existent avec le Burkina Faso, mais aucune intervention n'est possible en l'absence de demande express de l'état-major burkinabé. Nous agissons selon des procédures de demande de l'état-major burkinabé. Le système est bien en place. Il est à la fois fluide et nous ne nous permettrons évidemment pas d'intervenir au Burkina sans que ce soit une demande burkinabé. La clé, je terminerai tout simplement par ça, c'est bien le respect de la souveraineté qui va de l'accord politique, plus ou moins ancien, mais ils ne sont pas si anciens que ça, jusqu'à l'action concrète au sol ou en l'air. Et nous ne faisons que, en soutien d'eux, répondre aux attentes des autorités militaires burkinabées. Pour ce qui est de la situation sécuritaire au Burkina, l'ambassadeur de France au Burkina, Luc Alat, appelle à se poser les bonnes questions. Si on veut lutter contre le terrorisme, il faut savoir comment les terroristes recrutent et pourquoi est-ce qu'ils arrivent à recruter effectivement en amont des jeunes burkinabés qui prennent les armes. Alors peut-être parce qu'ils n'ont pas d'alternative, parce qu'ils n'ont pas d'emploi, parce qu'ils veulent venger des gens de leur famille, des proches qu'on a tués, parce que ça, il y a X raisons, il n'y a pas une raison évidemment. Mais tant qu'on n'a pas répondu à cette question-là, la lutte antiterroriste, c'est un cercle sans fin. Sur le point de la diversification des partenaires, l'ambassadeur de France estime que son pays ne s'y oppose pas car selon lui, il n'y a pas d'exclusivité en termes de partenariat. De plus, selon lui, la France n'a pas d'intérêt économique à travers ses interventions dans le Sahel. Barkhane, c'est une opération par définition qui coûte cher, mais qui coûte cher à la France et aux contribuables français, qui ne coûte rien aux contribuables burkinabés, nigériens, à l'époque maliens, tchadiens. Ce sont des opérations que nous ne facturons pas. Pourquoi nous ne les facturons pas? Parce que nous estimons qu'encore une fois, nous menons un combat commun, dans un intérêt commun, qui est d'éviter que les djihadistes et les terroristes s'implantent, s'installent de manière durable sur des territoires qui sont proches de la France ou de l'Europe de manière générale, et sur lesquels, si on l'a fait en Syrie, effectivement, à fortiori dans le Sahel, nous ne souhaitons pas que les califats ou des autres endroits qui soient installés dans ces pays. Tout en se réjouissant de la non-présence de Wagner au Burkina Faso, des intérêts économiques de ce groupe sont par ailleurs dénoncés au Mali. Le code minier au Mali a changé. Alors, on parlait de l'intérêt économique français, il n'y a pas d'exploitation de quoi que ce soit, ni d'accord caché d'exploitation de choses au Mali. Mais en tous les cas, le code minier a changé depuis, et désormais, après la première dose gratuite et la deuxième dose gratuite offerte par le dealer, il se trouve qu'un certain nombre de dispositions sont prises pour exploiter 3 sites précis d'or par Wagner. Et donc maintenant, il va falloir commencer à payer.
Le commandant de la force Barkhane a en outre expliqué que la réarticulation ou le déploiement de Barkhane ne constitue en rien une duplication de la dite force au Niger, car tous les équipements et les hommes qui quittent le Mali retournent en France. L'ambassadeur de France à cette rencontre a dû donner des explications sur ses propos tenus le 14 juillet dernier à l'endroit des activistes présents sur les réseaux sociaux, faisant cas d'idiots utiles. Par la présente, plusieurs réactions ont été observées, certains même demandant le départ de l'ambassadeur. Ce dernier, Luc Alad, s'explique. Je défie quiconque de trouver dans ce discours la moindre trace d'insulte à l'égard des populations ou des autorités populaires, bien au contraire. Ce que j'ai simplement dit dans le discours, j'ai employé une expression effectivement pour indexer les gens qui nous attaquent régulièrement sur les réseaux sociaux et pour faire le pont avec ce que vient de dire le général Michon, qui pour un certain nombre au moins sont effectivement stipendiés, manipulés. Je vais juste vous donner la définition de cette expression que j'ai employée. Ce sont des personnalités qui servent des dessins divergents de leur représentation authentique et se trouvent, bien que peut-être de bonne foi, utilisés, instrumentalisés ou manipulés. C'est tout ce que j'ai dit. Rien de plus. Apparemment, certains se sont sentis visés. Bon, je n'ai visé personne en particulier, j'ai simplement invité les gens à prendre suffisamment de recul pour éviter d'entretenir en quelque sorte des psychoses ou des attaques qui me paraissent détourner de l'objet fondamental et principal qui est celui que nous partageons avec l'autorité burkinabé, qui est encore une fois la lutte antiterroriste. Une actualité révélée par nos confrères du journal Le Courrier Confidentiel dans sa parution du 15 juillet dernier. La découverte de plus de 20 000 tonnes de vivres avariés stockés dans les locaux de la SONAGES. La situation suscite de vives critiques, notamment de la Confédération paysanne du Faso que nous avons rencontrée, et plus de précisions dans ce reportage signé Alexis Wenkouni, Belem Naba. Plus de 20 000 tonnes de vivres avariés d'une valeur estimée à plus de 4 milliards de francs CFA seraient dans les magasins de la SONAGES, la Société nationale de gestion de stocks de sécurité alimentaire. C'est une révélation faite par le journal Le Courrier Confidentiel dans sa parution numéro 227 du 15 juillet 2022. Au Burkina Faso, le défi sécuritaire a occasionné 2 millions de personnes déplacées internes et 3,5 millions de Burkinabés pourraient être touchés par l'insécurité alimentaire. Et laisser avarier une telle quantité de vivres soulève des interrogations et indignations à la Confédération paysanne du Faso. Depuis 2021, nous sommes en crise alimentaire. Les prix des denrées ne font qu'augmenter sur le terrain. S'il s'avère effectivement que cette audit est fondée sur la réalité, on ne peut pas pardonner aux gestionnaires de ces stocks. Aujourd'hui, un sac de maïs coûte 35 000 francs quelque part, le sac de sorgho coûte 50 000 francs, le sac de petits milles 75 000 francs. Si l'audit prévoit qu'il y a plus de 24 000 tonnes, nous ne pouvons pas apprécier, nous ne pouvons que dire que c'est de la négligence. Et le premier responsable doit être poursuivi et traduit en justice. Nous allons au-delà de ça emprunter 6 000 tonnes à la CEDEAO. Mais c'est une honte pour la bourse de voir un éléphant maigri. 24 000 tonnes contre 6 000 tonnes. Une négligence des premiers responsables de gestion de stock qui doivent être poursuivis et traduits en justice selon Bassiaka Daou. Mais est-ce le seul mobile de cet état de fait? Le manque ou l'état des infrastructures pourrait justifier cette situation. Pour Bassiaka Daou, il n'en est pas question. Burkina Faso a les dispositifs nécessaires pour la sécurité de ses vies, puisque la SONAGES, depuis les temps de Opnacer jusqu'à la SONAGES, nous disposons des grands magasins dans les différentes régions et ces magasins répondent aux normes et aux qualités. Ce n'est pas les infrastructures qui manquent. Quand vous voyez, quand on dit que les vivres ont été détériorés et déclassés, ça veut dire que ces vivres-là sont là depuis belle lurette. Ce n'est pas parce que c'est l'eau qui a suinté sur ces vivres, mais c'est que ces vivres-là sont conservés dans des magasins et dans des conditions idoines qui permettent effectivement au Burkina de s'en sortir. Mais il y a une négligence qui a fait que ces stocks-là ont été détériorés. Sinon, on dispose, que ce soit dans la région de Haut-Bassin, dans la Boucle du Moun, dans les cascades,
au plateau central, dans toutes les régions, la SONAGED dispose des infrastructures appréciables qui répondent aux normes internationales. Je pense que ce ne sont pas les infrastructures qui manquent pour qu'on arrive à de tels dégâts. Un rappel, c'est le 17 juin dernier que la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, a procédé à la remise de 6 000 tonnes de vivres d'une valeur de plus de 2,3 milliards de francs CFA. Un appui de cette institution sous forme de prêt, alors que plus de 20 000 tonnes de vivres d'une valeur estimée à plus de 4 milliards de francs CFA vont peut-être terminer dans les poubelles ou dans les champs comme fumure organique. On le disait en début de journal, ce vendredi 22 juillet, aux environs de 5 h du matin, selon un communiqué des forces armées maliennes, une attaque terroriste a eu lieu contre la caserne militaire de Kati, près de Bamako. Toute chose qui a occasionné des tirs nourris et des explosions. Et pour en savoir un peu plus, nous retrouvons sur place à Bamako par téléphone le journaliste malien Boubou Mabel Diawara. Bonjour, monsieur Diawara. Bonjour. Est-ce que l'on en sait un peu plus sur cette attaque terroriste contre le camp militaire de Kati à présent? Ce matin, très tôt, vers 5 h du matin, 2 véhicules bourrés d'explosifs ont dirigé vers le camp de la caserne militaire du camp de Kati, le camp de Soundiata Keita. Et très rapidement, l'attaque a été repoussée par la réaction de nos voyants militaires. Et pour le moment, quand même, la situation est sous contrôle. D'accord. Est-ce qu'à l'étape actuelle, vous avez des informations sur le président Assimi Goïta? Est-il en sécurité puisque c'est son quartier général qui a essuyé cette attaque? Le président seul ne réside pas dans ce camp-là. Et le président est là, plus le ministre de la Défense aussi. Et tous les deux se portent très bien. Et ils sont en bonne santé, ils sont en sécurité. Et la situation est sous contrôle et puis les ratillages continuent aux alentours du camp. Et actuellement, tout à l'heure là, les avions aussi sillonnent le coin. Et pour le moment, on a pu mettre la main sur 2 à 3 suspects. Et les arrestations continuent aussi. D'accord. Quel est le sentiment qui prévaut actuellement au sein des Maliens quand on sait que ce camp militaire est quand même l'un des plus importants du Mali? Cette attaque a été prévisible. À chaque jour que Dieu fait, le Mali est sous menace avec des multiples attaques. Même hier seulement, on a fait l'objet de 4 attaques simultanées, le centre ainsi que le sud du pays. Donc on est là, on est sous alerte, mais quand même on va faire face parce qu'il faut que le peuple malien, il faut qu'on se prépare contre tout ça moralement, mentalement, qu'on sache qu'on ne peut pas se libérer totalement sans passer par des difficultés pareilles. D'accord. Pour l'heure, sur les réseaux sociaux, il fait état d'une revendication. Est-ce qu'officiellement on en sait un peu plus? Non, pour le moment, l'attaque n'a pas été revendiquée, mais il y a un bilan disponible qui est fait suite au communiqué de l'état-major même des armées. Côté civil, il y a un mort militaire, un aussi, plus 8 blessés. Pour le moment, ça, c'est le bilan disponible. D'accord. Merci pour ces informations, Monsieur Boubou Mabel Diawara. Je rappelle que vous êtes journaliste au Mali. Et dans la suite de ce journal, nous vous amenons à présent dans l'univers du bodybuilding. Cette discipline sportive consiste à sculpter son corps à travers des exercices physiques précis avec une intensité soutenue. Un exemple que vous verrez dans le prochain reportage, une dame, Safoura Compaoré, coach également. Elle est médaillée d'argent du championnat ouest-africain de bodybuilding qui a pris fin le 16 juillet dernier. Elle avait mis en compétition des sportifs de plusieurs pays africains à Accra, au Ghana. Mami Driana Kamabou a rencontré pour vous cette sportive. Elle, c'est la première Burkinabé à prendre part à une compétition de bodybuilding. Une compétition qui s'est tenue à Accra, au Ghana, du 13 au 16 juillet dernier. Avec son collègue, par ailleurs coach, Safoura Compaoré a fait flotter haut le drapeau du Burkina Faso. Elle a décroché une médaille d'argent dans le cadre du championnat ouest-africain de bodybuilding. Bien qu'elle est coach et sportive, Safoura Compaoré n'a jamais envisagé participer à une compétition de bodybuilding. Mais grâce aux encouragements de son collègue et coach, la médaille d'argent au championnat ouest-africain de bodybuilding a pris son courage à 2 mains. Comme c'est ma première participation, donc j'avais un peu la trouille.
Mais avec mon coach, mon collègue à côté, donc lui m'a remonté un peu le moral. Donc moi j'ai eu quand même le courage de vouloir participer. C'est moi je la coach, souvent on travaille ensemble. J'ai dit tiens, elle est motivée, elle est dans le sport à fond. Je pense qu'elle peut représenter le Burkina en tant que femme bodybuildeuse. J'ai essayé de la convaincre en vain, elle ne voulait pas accepter. Mais au finish, à 2 semaines de la compétition, elle a accepté, on a bossé et voilà le résultat. Passionnée de sport en général depuis son enfance, Safoura Compaoré dit avoir participé à plusieurs compétitions de football, de danse entre autres. Quelques années plus tard, elle décide de s'inscrire dans une salle de sport pour développer ses muscles. Depuis, sa passion pour le bodybuilding n'a fait que grandir. C'est dans cette salle de sport au quartier Ouaga 2000 de la ville de Ouagadougou qu'elle s'entraîne avec son coach. Super, allez. Des pompes, des crénages, des jumping jacks, des squats et le fitness, voilà entre autres les exercices auxquels Safoura Compaoré est soumise. Des exercices qui lui ont valu cette médaille d'argent. On fait 30 minutes intenses, donc ça revient à 25 minutes d'intense, puis 5 minutes de récupération. Quand tu fais ça, affine bien. Ça élimine les cellulites. Et puis ça donne aussi la force au niveau des jambes. Tu as la force vraiment. Et puis aussi le cardio. Son cardio est tellement fort. Nos entraînements avec Compaoré, c'est intense. Quand on démarre, on peut faire 1 heure. On ne dépasse pas 1h20, mais c'est très intense. Mais elle tient le coup. Elle ne lâche pas. Même elle est fatiguée, elle tient le coup jusqu'au bout. C'est ça qui m'a motivé à la motiver encore plus pour qu'on aille à la compète, quoi. Parce qu'elle ne lâche pas, elle ne recule pas. Voilà, elle fonce seulement. Tu vois, tu l'as dit, elle est fatiguée, elle crie, mais elle continue de se donner, quoi. Donc, j'ai vu une potentiel vraiment en elle. Donc, moi, j'ai vite eu confiance en elle, quoi. En Afrique, le bodybuilding est une discipline sportive très souvent considérée comme réservée aux hommes. Safoura Compaoré fait donc face au regard des gens. Quand j'essayais un peu de faire la musculation, les gens ont tendance à me décourager, mais le regard des gens, même à la salle de gym ici, souvent quand ils te voient, même une petite chose comme ça, tu soulèves, ils se disent que tu veux te muscler pour aller où? Donc, moi, de toute façon, je vois mon physique, je me sens si belle dans ma peau. Moi, ça me motive plus même à aller bien dessiner encore mon corps. En même temps, je vois que je suis femme, avec un corps vraiment pas trop musclé un peu. Donc, ça me vraiment, je me sens vraiment à l'aise dans ma peau. Souleymane Petit-Pima, qui a pris part également à la compétition, quant à lui, s'est présenté dans une nouvelle catégorie. Il a reçu une attestation et la carte IFBB, Fédération internationale de bodybuilding et fitness. Cette carte lui permettra de prendre part à toutes les compétitions de bodybuilding dans le monde. Et au-delà des compétitions, Souleymane Petit-Pima prévoit d'autres innovations dont l'objectif de valoriser ce sport au Burkina Faso. On est sur une bonne lancée pour créer l'ASSO, une association de bodybuilding au Burkina. On est déjà lancé, on a commencé, ça vaut au moins 7 mois. Et après l'association, on verra bien avec les autres pays pour qu'on affile notre fédération à l'IFBB. Après ça, maintenant, on aura une fédération de bodybuilding au Burkina. Le bodybuilding est une discipline et un art de la performance qui consiste principalement à développer sa masse musculaire dont le but esthétique, puis à l'exhiber en exécutant des poses dans une chorégraphie. Une autre médaille en argent et 2 en bronze, toujours pour le Burkina, mais cette fois-ci en taekwondo. Les étalons dans cette discipline sont rentrés ce 20 juin du Rwanda où s'est tenu le championnat d'Afrique de taekwondo. 6 combattants burkinabés étaient en compétition et leur performance a été fortement appréciée par les autorités sportives qui leur ont réservé un accueil chaleureux à l'aéroport de Ouagadougou. Les images avec Assami Tiemtori.
C'est depuis 1979 que les étalons taekwondoïnes avaient ramené 2 médailles d'argent du championnat d'Afrique de taekwondo. 43 ans après, ils obtiennent 3 médailles, cette fois 2 en argent et 1 en bronze. Un record salué par les membres de la fédération et les autorités qui, pour magnifier le mérite de ces combattants, se sont déplacés à l'aéroport pour les accueillir. De l'aéroport, il y a eu une parade en direction du monument des héros nationaux pour une cérémonie en leur honneur. Nous sommes préparés, ils ne sont pas allés pour figurer. Le Burkina Faso a participé, le Burkina Faso a relevé le défi. Le Burkina Faso est arrivé classé 6e sur 37 participants. Je suis vraiment très satisfait. Voilà, pour ne même pas dire je suis honoré, et pas pour moi, pour le pays. Je suis comme le programme d'activité l'avait dit auparavant. Moi, mon objectif, c'est de faire la promotion du taekwondo et surtout de faire connaître le Burkina Faso à l'étranger par aussi le taekwondo. Et je pense que ça vient de se réaliser. Et tous ceux qui étaient là-bas et même ceux qui ont suivi sont au courant que le Burkina Faso existe d'abord et qu'au Burkina Faso, il y a de très valeureux combattants. 6 au départ pour la conquête de la médaille d'or dans chaque catégorie. 3 en l'occurrence, Faisal Sawadgo et Ibrahim Maïga reviennent avec au coup le métal en argent et Ali Koulibaly en bronze. Une moisson qui pouvait être encore plus bonne si les étalons avaient pris connaissance du dernier règlement avant la compétition. Avant c'était jusqu'à 3e round. Au 3e round tu gagnais ton combat. Mais maintenant c'est par round. Tu gagnes le round, on déclare le vainqueur. Tu gagnes le 2e round successivement, l'autre perd en même temps. Donc pourtant avant il pouvait gagner le 2e round, le 1er round et tu remontais la pente. Mais il n'y a plus ça. Quand on te bat au 2e round, 1er round, 2e round, c'est fini. Techniquement on était très posé, physiquement on était très posé. En tout cas, en partant même, j'étais confiant qu'on allait amener quelque chose. C'est naturellement une joie pour ces compétiteurs d'avoir obtenu ces médailles, mais aussi des sentiments de regret par rapport à ce règlement. Oui, vraiment, la compétition dans l'ensemble, ça s'est bien passé. On est allé la tête libre, on est allé serein, on est allé confiant. Toute l'équipe était confiante aussi. Et donc, on était allé avec l'objectif principal, c'est de ramener au moins une médaille d'or. Donc, à défaut de l'or, on est tombé sur l'argent, mais on va travailler encore sur ces erreurs et tout. Comme je l'ai dit, il y a de nouvelles règles qui viennent de s'actualiser encore, dont on s'adapte petit à petit. Et je pense qu'avec le temps, on va s'adapter facilement et on va se préparer pour les prochaines échéances à venir. Un regret, bien sûr, naturellement un regret, parce que c'était vraiment serré. Et même moi, je ne pensais pas que vraiment ça allait être, le choix allait être celui. Donc ça veut dire encore que j'ai du boulot à faire, c'est-à-dire dans les nouvelles règles et tout. Et je ne suis pas le seul, tous les athlètes s'actualisent actuellement, parce qu'il n'y a pas très longtemps, les nouvelles règles ont commencé et voilà, donc je m'adapte vraiment. Je pense que déjà même après la compétition, j'ai commencé à prendre des formations et tout, à discuter avec les arbitres internationaux pour m'actualiser rapidement. Je pense que prochainement on fera très attention et on sera prêt. Notons que ces combattants sont attendus encore dans quelques temps au championnat islamique de taekwondo et à la coupe de l'ambassadeur de Chine au Burkina Faso. Ici s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi et Sonia Kokti vous retrouve à 20h pour la grande session d'information. Au revoir.